plus, donc je vais faire passer le micro, je m'en excuse d'avance. Donc on a autour de la table des producteurs, on a des scientifiques, des militants et des experts et aussi des gens qui travaillent à l'international sur ces questions-là. On va commencer par les producteurs qui sont un petit peu finalement à l'origine de la chaîne, en tout cas ce sont eux qui emballent leurs produits et qui souvent ont la nécessité de le faire. Et donc on va commencer avec vous, Ludivine Savéan, vous êtes responsable qualité environnement donc à la maison, ça y est, j'ai oublié votre nom, Maison Le Goff, voilà, c'est ça, et je devrais m'en souvenir parce que vos biscuits sont à l'entrée. Donc si vous avez goûté les biscuits qui sont sur la table de l'entrée, voilà, ils viennent de chez vous. Alors comment une petite PME, enfin une grosse PME, s'intéresse à cette question des emballages? Est-ce que c'est pour vous une préoccupation majeure? Est-ce que vous pouvez nous en dire de nous? Merci, bonjour à tous. Alors oui, pour nous, c'est totalement une préoccupation majeure. J'ai la chance d'avoir une directrice générale qui n'est pas là avec moi, mais qui met ça vraiment au cœur de l'entreprise et dès qu'on développe un produit. Et donc là, par exemple, depuis fin 2022, on a déployé une étude avec Veolia sur un modèle Sirpac Veolia pour analyser la recyclabilité d'un de nos emballages. En 2021, on a lancé nos cookies non bio à notre marque Maison Le Goff, déclinés, donc soit c'est tout chocolat ou chocolat noisette, en film composé de 75% de papier avec à l'intérieur 2 barquettes. Donc on était très contents parce qu'on s'est dit super, le papier c'est recyclable, on peut mentionner recyclable sur notre emballage. Et au final, au fil de nos rendez-vous, de nos sorties externes à l'entreprise, on a rencontré des professionnels qui nous ont dit c'est pas parce que notre film est composé déjà 75% de papier que forcément en centre de tri. En centre de tri, il ira dans la bonne filière de recyclage. Et donc on a un partenariat avec Consultancy, donc nous on est basé à Morlaix, dans le Finistère, et avec Veolia, donc on a lancé une étude pour analyser la recyclabilité. Donc la première étape, ça a été d'envoyer des échantillons au laboratoire. Et donc il en ressort bien que c'est bien du papier, donc ça correspond bien à la fiche technique, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Le 16 novembre, un test a été effectué dans un centre de tri à Amiens, où sur la machine, donc la trieuse optique, on a laissé sans échantillon de notre emballage, donc que le film, puisque vu que les barquettes sont composées que de carton, ça n'avait pas l'intérêt de les tester. Et donc sur ces sans échantillon de film, 88% sont bien allés dans la filière papier-carton. Donc c'était un superbe résultat, même Veolia était vraiment très satisfait, puisqu'à partir de 75%, on estime déjà que c'est un bon résultat. Donc on était très contents, on était très positifs sur la suite. Et donc, à votre connaissance, cette démarche avec Veolia, c'est relativement original, c'est la première fois que j'en entends parler en tout cas. Oui, oui, il n'y a pas grand monde qui forcément font ce test-là. Et il faut savoir, nous on est une petite PME, on est 45 salariés, et ça représente un sacré budget pour une petite entreprise comme ça. Et donc ensuite, la prochaine étape, c'était le pulpage. Donc c'est-à-dire de mettre nos échantillons dans un pulpeur qui va permettre de séparer la partie carton et la partie plastique, pour qu'ensuite la partie plastique aille dans une autre filière et la partie carton dans la filière papier-carton, vu que le but pour nous c'était de recréer du packaging à partir de ce papier-là. Et en fait, seuls 34% de nos fibres de cet emballage ont pu être extraits, et en fait c'est très très peu. En France, il me semble que le taux de fibres pour aller dans la filière papier-carton doit être au-dessus de 50%. Donc au final, le but à la fin, c'était d'avoir un certificat recyclage, je ne sais pas si vous connaissez, qui classe en fait l'emballage de A à F, un peu comme le Nutri-Score, A, B, vert, C, orange et le reste en rouge, et donc de communiquer là-dessus et d'avoir vraiment un emballage recyclable. Donc là, actuellement, le résultat, c'est que notre emballage est classé en F et donc non recyclable. Demain, on a un gros point avec notre fournisseur de papier, Nicolas Pont, le directeur éco-conception et recyclage de Veolia France, Maison Le Goff et Consultancy pour justement trouver des solutions
pour modifier le papier et qu'il soit en forme recyclable. Donc en piste, on a donc de diminuer la part de plastique qui est à l'intérieur de l'échantillon, puisqu'en fait on met du plastique, on est obligé, sinon la conservation de nos cookies n'atteint pas la DDM, la date de durabilité maximale. On doit aussi améliorer la qualité des fibres papier, puisqu'en fait les fibres ne sont pas de très bonne qualité, c'est donc pour ça qu'on arrive à ce pourcentage de 34%. Et ensuite d'enlever le revêtement anti-gras qui est à l'extérieur. Et donc voilà, on espère à la fin, le but c'est ça, c'est d'arriver vraiment à un emballage recyclable. D'accord, on voit que c'est une expertise finalement très pointue de Oui. bien emballer. Oui. J'imagine que c'est un gros effort pour votre entreprise. Oui, complètement. Très bien. Alors, vous, c'est à l'échelle d'une PME. Je vais maintenant me tourner vers Agathe Grossmith, qui représente Carrefour, le groupe Carrefour. Donc j'imagine que Carrefour qui draine des dizaines de milliers de références, parce que évidemment vous vendez dans vos magasins, mais vous produisez également beaucoup de produits. Il y a énormément de produits Carrefour en marque propre. Nous, je crois qu'on en a plus de 20 000 référencés dans la base de Foodfacts. Parce que vous faites partie justement des producteurs qui jouent le jeu de la transparence et qui nous envoient leurs données. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, ce sujet des emballages chez Carrefour, j'imagine que c'est un gros sujet qui brassez, je vais y arriver, énormément de produits. Merci beaucoup. Je pense que vous le savez tous, que c'est un grand sujet. Quand on fait nos courses, peut-être dans le magasin, voilà, on a un sujet qui est finalement principalement drainé par nos consommateurs. Je pense que si vous me demandez par quoi on commence et face à cette ampleur de la tâche, comment on découpe les petits morceaux pour commencer, là, on demande aux consommateurs. Et du coup, j'apprécie beaucoup les présentations qui ont eu lieu ce matin et de montrer à quel point en fait, les consommateurs sont sachants, plus qu'on ne le pense, curieux et souvent en avance de phase. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent les consommateurs? Ils vous interpellent? Oui, ils nous interpellent. Alors on a des retours par notre service client. On a fait aussi une grande enquête il y a 3 ans maintenant, en leur demandant où sont les priorités, qu'est-ce qui vous énerve quand vous faites vos courses. Et voilà, la première chose qui les énerve, les deux premiers, je vais citer les deux premiers. En fait, ils ont tout de suite pointé du doigt les contradictions. Le premier sujet qui les a énervés, c'était les emballages plastiques sur les fruits et légumes bio. C'était avant la loi AGEC, etc. C'était peut-être 4 ans. Et ça, c'était une aberration. Pour tous les consommateurs, qu'ils soient acheteurs de bio ou pas, c'était pas possible. Et le deuxième sujet qui était le plus irritant, c'était je rentre chez moi, je déballe les courses et j'ai tout un tas de trucs qui vont directement à la poubelle. Ça, c'est vraiment non compris par les consommateurs. Et c'est pertinent. On a souvent, quand on est du côté des professionnels, la tendance à se dire oui, mais vous ne prenez pas la complexité, etc. Non, mais en fait, ils pointent du doigt là où on va travailler sérieusement. Alors, on ne fabrique pas de même, on travaille avec nos fournisseurs qui vont produire pour Carrefour. Et je trouve que l'exemple qui a été pris est aussi très, très parlant. C'est difficile de travailler les emballages, de les réduire. C'est beaucoup de travail. Et c'est produit par produit. Il n'y a pas une solution type qu'on peut déployer partout. Alors par contre, on a commencé, là où ils nous ont dit, on a commencé par les fruits et légumes bio. Et puis ce travail-là de suppression des plastiques, c'était plutôt ça le focus, parce que le plastique était la matière première vraiment incriminée. On a réduit les plastiques sur les fruits et légumes bio, on a étendu aussi le reste du rayon, et puis la loi AGEC est passée par là, et maintenant on sait que c'est une démarche d'ampleur qui s'applique à tout le secteur. Il y a eu les fruits et légumes, puis il y a aussi les autres produits, les produits sur lesquels on a encore des réductions à faire d'emballage, que ce soit sur le suremballage ou autre. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est 20 000 tonnes économisées d'ici 2025. Donc tout emballage confondu en tout matériel. Ça, c'est la réduction, mais produit par produit. Après, il y a un autre sujet pour nous qui est le changement de mode de consommation. Alors, je ne sais pas si ce sera capturé un jour dans Open Food Fact, parce que je ne sais pas s'il y aura des barcodes, des codes barres sur ces produits-là, mais quand on va en magasin, aujourd'hui, on prend un produit, puis on le met dans son caddie, dans son panier. Voilà, il y a d'autres modes, et des choses qui changent un peu nos façons de faire. Le vrac qui se développe. On essaie de tester des modèles de vrac. Vous pouvez venir avec votre contenant, soit votre boîte, votre sac, tout type de contenant, et que ce soit facile. Je ne sais pas si vous êtes acheteur, j'imagine que dans la salle, aujourd'hui, il va y avoir quelques acheteurs de vrac qui viennent avec leur contenant.
Et ben, bon courage, c'est pas facile. Il faut peser plusieurs fois, c'est un défi, il faut être très engagé. Alors tant mieux, il y a des consommateurs qui montent la loi, mais il va falloir démocratiser ça. Et on pense qu'on peut le faire, mais il faut trouver des astuces, trouver des balances qui ont déjà des tares, etc. Faciliter la détection quand vous avez en hypermarché. Si vous voyez, nous on peut avoir jusqu'à 150 références sur l'univers BRAC. Pour aller retrouver votre référence une fois que vous êtes à la balance, c'est costaud. Il faut se souvenir du code que vous avez vu 5 mètres plus loin. Voilà, on est en train de travailler tout ça pour que l'expérience client soit vraiment beaucoup plus facile. Et puis, je dois parler aussi de la réutilisation. Là aussi, c'est une idée des consommateurs. Quand on avait fait cette consultation, ils nous ont dit on veut pouvoir ramener nos emballages au rayon BRAC, mais aussi au rayon traiteur. Et donc maintenant, c'est aussi une des mesures de la loi AGEC. On l'avait testé d'abord dans un magasin en Belgique. Je rends hommage aux Belges. C'est une responsable qui a dit non, je vais faire un petit panneau, je vais informer les consommateurs, et les consommateurs vont commencer à ramener quelques-uns. Et puis on se dit pourquoi on ne fait pas partout. Et donc la Belgique l'a fait partout, et nous en France ensuite on l'a fait dans tous les magasins Carrefour en France, et maintenant c'est dans tous les magasins du groupe. Donc dans 9 pays dans le monde. Alors c'est pas un exemple un peu petite fac, mais ça fait quand même pas mal de consommateurs aussi. On espère qu'on aura aussi ces données d'emballage à l'avenir, comme les données aussi sur l'information nutritionnelle et les autres informations que nous en avons déjà. Bah oui, alors sur le vrac, je ne sais pas comment on fera. Alors, le vrac, vous avez vu qu'il y a des. Excusez-moi de vous couper, mais souvent dans les hyper. Alors, je ne sais pas chez Carrefour, je suis désolé, mais on a des codes barres qui sont directement sur le contenant des vracs. Je ne sais pas si vous faites ça. Donc, il n'y a rien d'impossible. Absolument. C'est ce qu'on est en train de tester dans notre vrac avenue à Montesson. On a sur le contenu vrac, on peut acheter un emballage vrac déjà avec un QR code. On peut aussi venir avec son propre contenant et vous allez pouvoir imprimer une petite étiquette que vous collerez qui sera lavable, voilà, qui va rester accrochée malgré le passage au lave-vaisselle ou passage par la case de vaisselle. Et du coup, la tare va être associée à ce QR code. Et ça, c'est très puissant parce que du coup, vous pouvez revenir chaque fois. Vous n'aurez pas besoin de reposer votre emballage qui est un peu la tannée quand vous venez avec, si vous voulez acheter 5-6 références. Ça devient un peu long. Donc oui, il y a des solutions. Il faut qu'elles se développent. Et il faut aussi qu'on arrive à embarquer les consommateurs. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est une très bonne étape. Et du coup, j'arrive peut-être sur la réutilisation. On a aussi le sujet de la consigne. J'espère qu'on va capturer ça dans un point de pacte. Également. Puisque c'est aussi une des pistes de transformation de la consommation. Bien sûr, la loi en parle. Et on a aujourd'hui 75 magasins qui proposent une offre de produits consignés. D'accord. En France. Dans tous les formats, proxy, super, hypermarché, avec un objectif de 250 d'ici 2023. Donc voilà, on est sur une croissance assez rapide pour essayer d'offrir ce service à tous les consommateurs. Très bien. Nous, dans nos 10 ans d'existence, on apprend aussi avec les citoyens, avec les consommateurs, avec les industriels. On apprend aussi à collecter de la donnée. Et donc, les nouvelles sources de données, là, vous venez de citer effectivement cette question de la consigne. Je pense qu'on la traitera un jour ou l'autre, si ce n'est déjà peut-être dans les cartons. On va faire un grand saut en avant. On va aller à l'autre bout de la chaîne. Je vais me tourner cette fois vers Romain Pramois. Vous êtes postdoctorant au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains. Et vous avez jeté vos filets dans plusieurs fleuves ou cours d'eau français. Et qu'est-ce que vous en avez retiré? On n'a pas exactement jeté les filets, on a testé tout un tas de méthodes. Je suis arrivé en 2017 au NESU à la suite d'une thèse en géosciences sur les paléoclimats. J'ai vu le changement climatique et puis maintenant on m'intéresse à la pollution plastique. Les emballages sont en grande partie faits de plastique, en tout cas ceux qui se retrouvent dans les milieux naturels. Et à mon arrivée au NESU, l'objectif c'était de quantifier les flux de macroplastiques, donc au-delà de 5 mm, qui transitaient en Seine et qui finissaient à la mer. On a testé tout un tas de méthodes, notamment on a utilisé des données sur les barrages flottants que vous voyez dans l'agglomération parisienne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur la Seine, regardez vers le Pont National par exemple, vous avez un barrage qui est dessous et il capte des déchets flottants. On a analysé ça et puis on a essayé d'évaluer des flux de déchets qui ne seraient pas capturés et qui finiraient en mer. Et on a regardé aussi les déchets collectés sur les berges dans l'estuaire de la Seine.
Et en parallèle, on a rejeté une partie de ces déchets qu'on a marqués pour essayer de les retrouver par la suite et ensuite déduire des flux non collectés qui finiraient en mer. Et on a pu estimer qu'à l'échelle du bassin parisien, on est entre 100 et 200 tonnes de débris plastiques, macroplastiques, qui finiraient en mer par an. Alors si on ramène ça au nombre d'habitants, c'est très très peu finalement, c'est une fuite de 10 grammes par habitant par an de plastique, ce qui est relativement peu. Ça fait 0,02% de la consommation de plastique par habitant. Donc dans nos pays dits développés, la fuite de plastique est quand même relativement faible par rapport à d'autres pays comme l'Asie du Sud-Est, comme la région Asie du Sud-Est par exemple. Mais notre consommation est tellement énorme que ça représente quand même des tonnes. Une tonne de plastique va suffire à pourrir littéralement, visuellement, complètement 10 km de mer dans l'estuaire de la Seine. Donc si vous allez vous promener l'hiver en particulier quand il n'y a pas la végétation, vous allez voir énormément de débris plastiques, dont une partie sont liées aux emballages. Et puis là, plus récemment, on est remonté un peu plus près des sources et on a effectivement mis des filets cette fois à la sortie des exutoires des réseaux d'assainissement. Alors les réseaux d'assainissement, il y en a deux types unitaires, toutes les eaux, l'eau de pluie, les eaux ménagères, les eaux usées finissent dans le même tuyau et vont à la station d'épuration. Donc là, c'est le cas des villes anciennes, comme Paris, où vous avez que du réseau unitaire. Et puis vous avez les réseaux séparatifs, où là on a deux tuyaux. On a le tuyau qui va capter les eaux de pluie, être rejeté directement dans le milieu, et puis le tuyau eau usée qui va à la station d'épuration. Et dans le cas des réseaux unitaires, vous avez ce qu'on appelle des déversoirs d'orage, donc quand il pleut, le réseau déborde, et donc sans traitement, les eaux usées et mélangées aux eaux de pluie vont dans l'environnement, et donc potentiellement les déchets de voirie, les déchets que nous retrouvons dans les eaux usées vont finir aussi dans l'environnement. Dans le cas des réseaux séparatifs, là c'est les eaux pluviales qui vont aller directement dans le milieu et qui vont charrier en même temps tout un tas de débris plastiques qu'on va retrouver sur la voirie. Et donc c'est dans ces eaux pluviales qu'on va retrouver le plus de déchets issus de l'emballage, principalement liés à la consommation nomade. Le déchet emblématique des dernières années, c'est par exemple le Capri-Sun, ça on en retrouve partout, et donc il se retrouve dans les eaux pluviales, puis ensuite sur les berges de la Seine. Mais vous avez aussi les emballages liés au secteur du tabac. Comme avec les mégots, on a aussi le blister du paquet de cigarettes, donc qui est facilement reconnaissable quand on l'attrape assez tôt avant qu'il se déchire, donc à la sortie des réseaux d'assainissement. Et donc là aussi, on en a une assez grande quantité. Et l'ordre de grandeur des flux par habitant, ici, donc ce qui vient des réseaux, ce qui vient de la ville, donc, on est de l'ordre de 1 à 10 grammes de plastique par habitant et par an. Donc c'est à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on retrouve dans les milieux, donc ce qui confirme bien que tout ça vient des activités humaines dans les zones urbaines et qui sont transférées via les réseaux d'assainissement. Et vous mesurez finement le pourcentage des déchets qui sont issus de l'alimentation en particulier? Alors on a la possibilité de le faire, mais là j'ai pas de données suffisamment consolidées pour sortir des chiffres précis. Mais quand on parle de l'emballage lié à la consommation de maths, c'est lié en grande partie à la consommation de nourriture. Et pour ce qui est des réseaux d'eau pluviaux, dans les réseaux séparatifs, en général, dans le top 10 des déchets, les emballages issus de la consommation de maths, c'est dans les 3 premiers, donc numéro 1 plus souvent. Et ça se bat en nombre, quand on parle de nombre. Ça se joue entre les mégots, les emballages de la consommation de maths et les emballages du paquet de cigarettes. Quand on parle de masse, là c'est différent. Quand on regarde en masse, on va retrouver parfois du verre en haut du top 10 ou du plastique quand on a des grosses bouteilles. Alors pour avoir des grosses bouteilles en plastique en PET, là il faut que le réseau en surface ait des grilles, enfin des bouches d'égout qui ne soient pas des grilles, sans grille. Comme ça, les gros objets peuvent passer. Donc là, on va retrouver des canettes, des bouteilles. Donc là, ça va être le gros de la masse dans le top 10. On va passer peut-être de ces analyses très, très locales à un travail un peu plus national à travers l'association Zero Waste. Moira Tourneur, vous êtes directrice du plaidoyer chez Zero Waste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Zero Waste déjà en quelques mots? Alors, pardon, tout à l'heure.
Zero Waste France, en fait, c'est une association citoyenne qui existe depuis 1997, qui à la base a été créée par des militantes et des militants qui voulaient lutter contre les modes de traitement polluants des déchets, donc des personnes qui avaient des incinérateurs ou des décharges à proximité de leur résidence, et qui dénonçaient en fait l'impact pour l'environnement, l'impact sanitaire, etc. Et au fur et à mesure de notre travail, on s'est rendu compte qu'en fait, quand on voulait réduire le recours aux modes de traitement polluants des déchets, derrière, en fait, il fallait s'attaquer directement à la production et surtout à la surproduction de déchets, qui fait que ces installations de traitement se retrouvent remplies. Donc à la base, on s'appelait vraiment le Centre national indépendant d'information sur les déchets. On est devenu Zero Waste France en 2014 pour acter le fait qu'en fait, on s'intéressait vraiment au zéro waste, c'est-à-dire le zéro déchet et zéro gaspillage. Parce qu'en fait, la production d'un déchet qui derrière va se retrouver en installation de traitement, incinérateur de décharge, en fait, ce sont des ressources qui ont été gaspillées parce qu'elles n'ont pas eu plusieurs cycles de vie. Donc nous, au niveau de l'association, on a un rôle vraiment d'accompagnement des acteurs du terrain. On travaille avec des bénévoles, des villes qui sont en charge de la gestion des déchets, etc. Et on a aussi tout un rôle vraiment de plaidoyer, c'est-à-dire porter nos propositions pour un modèle de société qui va vers une diminution de la production et de la consommation qui mène à cette surproduction de déchets. Et donc à côté de ça, on a aussi tout un travail vraiment de vigie et vigilance citoyenne, où on surveille les pratiques et on n'hésite pas à dire quand on estime qu'il y a des pratiques industrielles notamment qui nous paraissent dérangeantes. Donc pour redonner le contexte, en France, on produit 340 millions de tonnes de déchets par an. Et on a à peu près 5 millions de tonnes d'emballages qui sont produits. Donc emballage ménager, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, en fait, on a une énorme marge de progression parce qu'effectivement, il y a des produits alimentaires notamment pour lesquels on ne peut pas se passer d'emballage, mais il y en a d'autres où on peut développer des modes de production et de consommation alternatifs où on va pouvoir se diriger vers le non-emballage, justement, soit par recours au vrac, soit par recours à la consigne, comme vous l'évoquiez, où là, en fait, notre emballage a vraiment plusieurs cycles de vie. Je récupère l'emballage en tant qu'entreprise, je le lave, je le reconditionne, comme on peut le reconditionner dedans. Et donc ma bouteille, par exemple, ou mon bocal, au lieu d'être détruit après un emballage, un cycle, pardon, va vraiment avoir tout un cycle de vie décuplé. Quand on discutait avant pour préparer l'entretien, vous faisiez une distinction très importante entre le recyclage et le réemploi. Moi, ça m'intéressait, ça me questionnait beaucoup ces questions du réemploi, si vous pouvez nous en dire deux mots. Actuellement, quand on parle de déchets, notamment d'emballage, la solution qui est amenée, c'est celle du recyclage. Donc le recyclage, on va récupérer l'emballage, on va le faire passer par un processus de destruction pour récupérer une partie de la matière. Et par exemple, la bouteille en plastique qui est devant moi ne va pas redevenir une bouteille en plastique. Je récupérerai un pourcentage que je vais réincorporer avec soit de l'autre matière recyclée, soit de la matière vierge pour refaire une bouteille. Le réemploi, c'est par exemple une bouteille en verre, je récupère la bouteille, je la lave et je la réutilise telle qu'elle. Donc on n'est pas sur exactement la même chose. On va dire que le recyclage c'est de la réutilisation, c'est pas vrai, c'est la récupération d'une partie de matière. Et le recyclage, c'est un exutoire qui est intéressant, mais qui ne doit pas arriver en premier, parce que encore une fois, quand on recycle, on perd de la matière, donc on a gaspillé de la ressource, parce que derrière, en fait, on a extrêmement plein de ressources, notamment le plastique et même le verre, c'est très polluant à produire. Et donc si c'est pour le détruire, en récupérer une partie, c'est bien, mais ça ne suffit pas quand on peut réutiliser telle qu'elle est, notamment pour le verre. On va s'intéresser, on a dézoomé sur la France, et là on va vraiment faire encore un gros dézoom sur l'international cette fois, avec vous, Claudia Giacomelli. Vous travaillez au programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ce sujet, c'est pas un sujet franco-français, ça intéresse toute la planète. Tout à fait, merci beaucoup et bonjour à tous. Déjà, je m'excuse pour mon français, donc je suis désolée si de temps en temps je vais glisser des mots anglais ici par là. On devrait tous parler italien comme vous parlez français. Déjà, pour les personnes qui ne connaissent pas les programmes des Nations Unies pour l'environnement, en fait, c'est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'agenda environnementale au niveau global. Donc à Paris, on a un petit siège. Notre siège principal, c'est basé au Kenya. Et ici à Paris, sur Paris, on s'occupe surtout, c'est la division de l'économie. Et donc on regarde un peu, moi personnellement, je fais partie de la Life Cycle Initiative. Donc on regarde vraiment, on aide les gouvernements en développement à mettre en place des politiques qui sont plus durables pour l'environnement. Et surtout en regardant les cycles de vie des produits et services, donc vraiment du début de la chaîne jusqu'à la fin. Et là, tout à fait, le thème plastique, ça devient de plus en plus intéressant au niveau global. On a eu vraiment un
en escalation de la production et de la consommation de plastique. Et finalement, les gouvernements se sont mis ensemble pour décider de terminer la pollution plastique. Là, surtout, on vient de sortir de la première réunion intergouvernementale pour négocier un traité global juridiquement contraignant. Et cette réunion a eu lieu en Uruguay. Et en fait, c'est le résultat d'une résolution incroyable qu'on a eu lieu à Nairobi. Donc, il y a eu les Nations Unies, chaque 2 ans, on a une réunion globale pour tous les ministres de l'environnement de tous les pays du monde. Et là, finalement, les gouvernements se sont mis d'accord pour signer un traité global pour terminer la pollution en 2040. Donc, l'objectif, c'est qu'en 2040, on ne devra plus avoir de pollution plastique et le traité doit être négocié. On doit avoir un texte final en 2024. Donc, la timeline, c'est vraiment incroyablement... ça va faire vite là. Et on a mis en place un comité de négociation intergouvernementale et on va avoir 2 réunions par année. Et la première, c'était juste à faire en Uruguay, c'était en novembre. Et la prochaine, en fait, c'est à Paris, à mai, 22 mai, 26 mai. Donc ça peut vous intéresser. Il y aura beaucoup d'événements, il y aura des négociations tout à fait. Et là, l'idée, c'est déjà que le comité a donné le mandat à l'UNEP de travailler avec le chair of the committee pour mettre en place un brouillon, un document des options, des mesures qui peuvent rentrer dans le traité global. Donc là, on est en train de travailler avec le chef du comité et on va publier le brouillon d'ici à avril. Donc pour l'instant, il y a une possibilité pour tout le monde en fait qui est bien organisé, bien évidemment, mais il y a une possibilité d'envoyer des commentaires ou d'envoyer des idées, des actions et des obligations que chaque groupe voudrait voir actuer dans le traité. Dans ce type de démarche, j'imagine que évidemment les professionnels, eux, c'est leur métier, donc viennent vous voir et discuter avec vous. Est-ce que vous avez aussi des citoyens qui vous, d'une manière ou d'une autre, ou des ONG comme par exemple Zero Waste, qui viennent vous solliciter ou qui viennent justement commenter ces projets? Oui, tout à fait. Ouais, on travaille pas mal avec Zero Waste Europe déjà. Et l'idée, c'est vraiment que les gouvernements ont reconnu l'importance d'avoir un processus très ouvert et très inclusif en fait. Donc déjà, à Uruguay, on a organisé pas mal des activités, des échanges entre les membres du comité, donc les gouvernements, et des autres acteurs qui travaillent dans le cycle de vie du plastique, à partir de l'industrie chimique qui transforme vraiment le plastique à partir du fossil fuel, jusqu'à les gens qui en fait travaillent à la fin de la chaîne, qui sont les waste pickers, les récolteurs informels. Et il y avait bien sûr une partie des sociétés civiles, il y avait l'industrie est bien active maintenant. Il faut reconnaître vraiment que l'industrie est très variée aussi. Il y a les producteurs des emballages, il y a l'industrie qui transforme, qui produit la matière primaire, il y a les recyclateurs. Donc il y a vraiment une variété d'acteurs dans l'industrie même. Et là, c'est vraiment très important que tout le monde est assis à table pour discuter et tout le monde est intéressé à faire partie de la solution en fait. Et on a déjà des dynamiques qu'on a vu se dérouler en Uruguay
il y a des endroits de convergence où on croit qu'on peut travailler plus vite. Il y a des endroits où encore il faut vraiment masser un peu les positions pour qu'on trouve quelque chose où on peut travailler ensemble et progresser. Alors, chez Open Food Facts, on a démarré en France, on démarre cette opération emballage en France, et on espère l'étendre aussi à travers toute la planète. De façon très factuelle, comment elle se positionne la France au sein du concert des nations qui lutte contre le réchauffement climatique et en particulier sur cette question des emballages? Alors, bonne question. Déjà, on avait un peu cette discussion au début quand on préparait le panel, mais c'est vrai que dans le point de vue français, peut-être à un niveau européen, peut-être la France n'est pas entre les plus avancés, mais si on recule un peu, on regarde un peu au niveau global, on peut dire que la France se positionne pas mal. Il y a quand même une grosse motivation d'essayer de changer les choses. On voit aussi le fait que Carrefour, ici, je voulais juste faire un point aussi. Il y avait des questions ce matin, on a parlé pas mal des emballages. Nous, on a fait pas mal des études et je voulais vraiment regarder les emballages selon le cycle de vie. En fait, la solution là, c'est pas forcément de remplacer un emballage à single usage avec un autre matériau single usage. Si on veut vraiment changer les choses et améliorer, la solution qu'on a vue sous la science, en fait, nous dit qu'il faut passer à des emballages réutilisables, qu'on peut ramener, laver de manière efficace et on peut réutiliser. Donc on revient au point que Moira était en train de poser et vraiment réutiliser les emballages, ça va nous aider beaucoup à réduire vraiment la nécessité de créer de nouvelles matières premières ou d'extraire des matières premières. Et là, on a pas mal des exemples qu'on voit se développer à niveau global. On a une industrie en société en Chili, on a une loupe par exemple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît Loop, mais on a un exemple à Carrefour, par exemple en France, c'est Carrefour qui est engagé avec Loop. Loop, c'est une société qui aide les marques en fait à développer des emballages réutilisables. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de chercher à recréer la simplicité que le plastique nous donne en fait. Oui. Alors justement, on va revenir maintenant aux producteurs. Vous me disiez aussi, Agathe, en préparant, c'est que vous êtes organisés, vous parlez entre grands producteurs, notamment d'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous parler en particulier de ce que vous faites dans cette initiative qui s'appelle Pacte, je crois? Le Pacte national, c'est oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, volontiers. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de la réutilisation, des objectifs de réduction. On a aussi un objectif de recyclabilité de nos emballages. Et comme le soulignait Zero Waste, ça doit venir après. Mais c'est quand même un travail qui doit se faire sur l'ensemble des produits qui restent à usage unique, enfin sur les emballages qui restent à usage unique. Et aujourd'hui, en fait, il y a encore 4 ans, si vous me demandiez tel emballage, est-ce que je connais son poids, sa matière, et est-ce que j'ai ça dans une base de données centralisée, la réponse était non. Je n'ai pas cette information-là. Et donc c'est très difficile pour un distributeur qui travaille avec des milliers de fournisseurs d'avoir l'information de la recyclabilité de l'emballage sur l'ensemble de ces références. Donc c'était un vrai problème, mais à partir du moment où on s'est engagé à ce que 100% soit recyclable, réutilisable ou compostable, il nous fallait monter un système de reporting. Et donc on a travaillé dans de longs mois, je crois que ça a duré quasiment 2 ans, pour avoir d'abord une façon de nommer ces emballages et de les qualifier, un dialogue commun en fait, pour dire voilà, c'est comme ça qu'on définit, qu'on présente un emballage et qu'on peut le décrire de la façon qui nous permettra de dire si d'écrire ensuite sa performance est un emballage. Et une fois qu'on a fait ça, on a aussi traduit dans un langage informatique ces règles un peu, ces cases on va dire, pour que ça puisse être utilisé par des opérateurs
comme Transwan, GS1, voilà, tous les, on va dire, ceux que les consommateurs ne connaissent pas, mais qui font un peu le back-office de nos systèmes de distribution. Et il y a un autre sujet ensuite qu'on a ajouté, c'est quoi la recyclabilité de cet emballage? Parce que je l'ai décrit, j'ai l'opercule, pour le bouteille de yaourt, j'ai le petit papier autour éventuellement, j'ai le contenant lui-même. Et à quel moment j'arrive à la recyclabilité? Est-ce que c'est quand ça va dans la poubelle de tri, quand il y a une consigne? Ben non, pas forcément. On sait qu'il y a des produits, des emballages qui vont à la poubelle qui ne sont pas encore recyclables. Est-ce que ça marche quand ça sert toute la population française ou seulement une partie? On pourrait avoir le même débat dans tous les autres pays. En gros, à quel moment je peux dire que c'est vraiment recyclable? Et ça, en fait, ça me paraît un peu fou, mais ça n'existait pas. C'était, alors, il y a bien sûr, on s'est dit dans les grands enjeux, mais on n'avait pas un détail précis sur chaque association, matériaux, composants, etc. de l'emballage. Et c'est un travail c'est pour ça que ça a pris du temps, de concertation, avec Citeo, bien sûr, qui a participé à ces discussions, les distributeurs, les industriels. Et maintenant, on a, donc, chez Carrefour, mis en place ce système de reporting, comme les autres membres du pacte. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce que j'ai publié l'année dernière pour le compte de Carrefour, on a couvert 56% de notre chiffre d'affaires en France sur les emballages transmis, qui sont commercialisés aux consommateurs. C'est que le B2C n'a pas encore les emballages de transport. Donc c'est entre 0 et 56, on a fait un gros gap, mais il fallait plus loin pour avoir toutes ces informations-là. Donc avant d'aller vers les échanges avec Open Food Pact, il faudra nous qu'on vérifie que ces données existent. C'est quand même la première étape. Et ce ne sont pas des données obligatoires comme celles sur la nutrition qui sont affichées sur les emballages. Ce sont des données qu'on collecte pour en fait répondre à notre engagement volontaire. Donc que des données existent, qu'elles aient le même format. Parce que quand vous allez me dire dans telle case vous mettez quoi, vous voulez la même case, parce que nous on va le demander à nos fournisseurs. Donc il y a un peu de désolée de parler un peu de nos systèmes informatiques, mais c'est quand même par ça que ça va passer. Et puis, je dirais qu'il y a peut-être sûrement une petite préoccupation qui se profilera, je pense, pour les distributeurs, mais aussi pour nos fournisseurs, c'est qu'est-ce qui va être fait de cette donnée. Alors, je pense que vous avez fait une démonstration vraiment passionnante sur la partie nutrition, vous avez démontré qu'il y avait un besoin très fort, et après, du coup, les marques ont naturellement transmis la donnée pour que les données soient exactes. Donc bravo pour ça, je trouve que c'est assez intéressant. Si vous n'aviez pas fait cette démonstration, peut-être qu'il y aurait eu des réticences pour vous transmettre d'office les données. Bon là, il se trouve qu'on a notre expérience. Sur ce qui va être fait de la donnée, je pense que la recherche scientifique, tout le monde peut s'en réjouir sur les emballages. De même sur l'affichage environnemental, on participe aux expérimentations et on a aussi envie que les données utilisées sur l'emballage soient les plus pertinentes possibles. Il y a un autre sujet qui va être la recyclabilité. Parce que si on prend l'affichage environnemental, l'emballage ça ne pèse pas beaucoup. Dans l'impact, vous avez parlé du bœuf tout à l'heure, on parlait du bœuf, l'emballage ne va pas peser très très fort dans le scoring du bœuf. Donc est-ce qu'on extrait une donnée spécifique sur l'emballage et peut-être est-ce que les consommateurs vont être intéressés, au-delà du poids, de la matière, se dire ok, mais finalement, est-ce que je peux le recycler ou le réutiliser si on parle des produits qui sont en emballage consigné. Et moi, je suis convaincue que, bien sûr, cette information existera à terme. Bien sûr. On sera ravis de travailler avec vous pour savoir effectivement ce qui est le plus pertinent à afficher pour les consommateurs, à informer, etc. Je rappelle aussi que quand vous posez la question qu'est-ce qui va être fait des données, nous, Open Food Facts, on n'est pas des militants, on ne traite pas des bons points ou des mauvais points. On se base sur des scores qui sont basés sur la science, comme le Nutri-Score, ou sur des travaux scientifiques, comme la base Agribalise, qui est produite par l'ADEME, des analyses de cycle de vie des aliments. Donc voilà. Juste pour répondre à cette question. Exact. Mais nous, on serait partants pour travailler avec ceux qui voudront bien bosser, que ce soit l'ADEME ou les pouvoirs publics ou même les associations. Je pense qu'il y a plusieurs voies qui sont intéressantes pour construire un système comme celui-là. Évidemment, celle des entreprises, parce qu'ils vont pouvoir fournir les données. Citeo, bien sûr, qui inclut dans le système. Les consommateurs. Vraiment, j'insiste sur cette partie-là parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les consommateurs, ils ont des intuitions très fortes et pertinentes sur les emballages et les produits qui sont dans nos rayons. Je prends un exemple. Le bois n'est pas recyclable. Aujourd'hui, dans le système de nos emballages, le bois est pas recyclable. Si je fais juste un historique sur la recyclabilité, le bois a raté. Et à côté, mon yaourt, pas le yaourt, c'est un mauvais exemple, parce qu'il est peut-être toujours recyclable, mais
On peut avoir un emballage en plastique, la bouteille d'eau qui est recyclable. Les consommateurs, intuitivement, ils vont dire zéro plastique. Scientifiquement, alors il y a des débats, oui, la CB, qu'est-ce qu'elle a montré ou pas, mais on n'a jamais retrouvé, en tout cas dans les études, il n'y a jamais eu des études sur les quantités de bois qu'on retrouve dans les rivières et qui peuvent polluer. Donc ce qu'on retrouve sur les plages et que les consommateurs voient, c'est le plastique. Et donc ils ont cette intuition-là qu'il y a des choses qui sont prioritaires, même si scientifiquement, on ne sait pas encore bien dire si un emballage en bois qui n'est pas encore recyclé, il est mieux ou pas. J'ai pris l'exemple caricatural du bois, mais franchement, il y en aurait d'autres. Et je pense qu'on a besoin que les consommateurs soient aussi autour de table et qu'il y ait un peu une concertation solide sur la façon dont on pourra parler d'emballage une fois que ces données-là seront accessibles. Ludivine, pour les PME, vous discutez entre vous, vous organisez un petit peu au niveau des filières, par exemple, sur cette question des emballages, ou vous êtes un peu un cas isolé et un peu pionnier dans cette histoire-là? On n'est pas forcément en partenariat avec d'autres entreprises de notre secteur ou d'autres secteurs particuliers, mais par contre on va s'appuyer sur des prestataires ou des externes pour nous aider, mais après, non, pas spécialement. Et dans notre univers, on ne voit pas forcément de biscuitiers, on ne voit pas forcément nos concurrents vraiment là-dessus. D'accord. Et vous, Carrefour, vous challengez aussi vos fournisseurs, peut-être ce biscuitier par exemple, justement pour être plus vertueux de ce point de vue-là? Alors, on a quelques petits fournisseurs qui sont aussi dans le pacte, mais c'est vrai que c'est tout petit. Dans les échanges qu'on a, nous, quand on développe des objectifs comme ceux que j'ai cités, on va devoir le traduire dans tous nos produits. Donc oui, forcément, on va aller interroger nos producteurs. Et c'est vraiment des défis qu'on leur pose. Franchement, je pense que le pacte, vous savez, il est génial et bravo pour le boulot que vous avez fait. Quand on est allé voir nos fournisseurs pour les concombres, c'était pareil. Au début, c'était hyper difficile d'enlever cet emballage plastique sur les concombres bio et non bio. Je sais que c'est encore difficile à comprendre pour le grand public, mais oui, c'était difficile parce qu'il y avait une filmeuse dans laquelle les concombres passaient à toute allure, c'était dans un sens, on ne pouvait pas le retourner. Mais on a trouvé des solutions. Mais ça a été beaucoup de travail. Donc pour les challenges, non, on ne peut pas leur dire trouver une solution, on doit collaborer ensemble. Donc on a des plateformes, on va aussi faire ce que vous avez fait, travailler avec les recycleurs pour essayer de trouver des solutions. Alors, on va faire un tout petit détour également sur la recherche, parce que tout à l'heure, Romain, vous avez parlé des macroplastiques, mais moi j'ai appris aussi qu'il y a la pollution par les microplastiques, et sur laquelle vous avez là un petit peu moins de recul. Mais est-ce que vous pouvez quand même néanmoins nous en dire de mots? Oui, alors la thématique plastique, la recherche sur les plastiques a commencé justement par les microplastiques dans l'océan dans les années 70. Il n'y a plus rien jusqu'au début des années 2000, ça a explosé dans les années 2010, principalement dans le milieu océanique. Puis ensuite on est revenu sur Terre en regardant dans les rivières, et l'étude des macroplastiques est arrivée après. Mais finalement c'est plus simple, les macroplastiques. Puisque les microplastiques, la difficulté c'est de savoir de quoi on parle déjà, jusqu'à quelle taille on va les regarder. Et on est encore dans des développements méthodologiques du coup, qui ne nous permettent pas vraiment de dire on a telle ou telle concentration de microplastiques dans tel ou tel compartiment. Donc c'est quand même assez compliqué. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que il y a deux sortes de microplastiques. Il y a les microplastiques dits secondaires qui sont issus de la fragmentation des macroplastiques, d'où l'intérêt aussi d'étudier les flux de macroplastiques, puisque si on arrive à écréter ces flux, on va diminuer les flux de microplastiques secondaires. Et on a aussi tous les microplastiques primaires, donc qui existent, qui sont conçus déjà sous leur forme micro, de très très petite taille. Donc c'est par exemple ce qu'on va retrouver dans les dentifrices, les produits cosmétiques. Et il y a des directives européennes là, récentes qui visent à interdire ces microplastiques ajoutés dans les produits pour leur conférer différentes propriétés. Donc là, c'était plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an dans les cosmétiques. Mais malheureusement, il y a de nouveaux microplastiques dits primaires qui arrivent, comme par exemple ceux utilisés dans l'agriculture, dans l'encapsulage d'engrais ou de pesticides qu'on va mettre directement dans les sols. Donc ça, c'est des microplastiques dits primaires également. Ça, c'est en train d'augmenter malheureusement. Et on a aussi les microplastiques qui viennent de l'abrasion des pneus. C'est très très nombreux. C'est une des premières sources de microplastiques dans les pays développés, à cause du trafic routier. Et on a aussi les microplastiques qui nous viennent du textile, donc soit par l'usure, on met du plastique dans l'air, donc là, il y a plein de fibres de microplastiques dans l'air liées au
textile, soit par le lavage. Donc là, comme tout à l'heure, ça va se retrouver dans la station d'épuration, qui traite très bien les microplastiques, sauf qu'ils se retrouvent dans les bouts d'épuration qu'on va épandre sur les champs, et donc on remet le plastique qu'on avait traité dans le milieu. Donc ça, c'est une pollution qui est encore mal définie. Bon, il y a beaucoup d'études, moi c'est pas ma spécialité directement. Donc je ne suis pas le mieux placé pour vous donner des chiffres très concrets. On s'intéresse, la communauté parle de plus en plus vers le plus petit. Donc là, les microplastiques, on va jusqu'au micromètre, et on va parler ensuite de nanoplastiques. On a encore beaucoup de difficultés méthodologiques pour les analyser. Et en gros, plus ils sont petits, plus il y en a. Ça paraît assez logique. Et plus ils sont petits, plus le risque lié aux impacts environnementaux ou à la santé humaine est grand. Et plus on a d'incertitudes sur leur concentration et leurs impacts, plus le risque est grand aussi. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu mondial et que l'ONU l'a mis en avant avec la création bientôt de l'équivalent des COP climat pour la pollution plastique et essayer de la réduire. Comme le disait Zéro Risque tout à l'heure, le gros problème qu'on a avec cette pollution, avec le plastique et avec avec l'utilisation des ressources de l'énergie en général, c'est que la dynamique de production et de consommation, elle est croissante et exponentielle. Donc c'est 4% par an la production plastique, la vitesse à laquelle elle augmente. On atteint aujourd'hui, on dépasse les 400 millions de tonnes si on compte les fibres. Donc cette production elle double tous les 20 ans. Il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Alors justement, dans cette question de dynamique des usages ou de la création de pollution, et là je m'adresse surtout à Claudia et à Moira, vous, qu'est-ce que vous attendriez de données sur cette question des emballages? Comment vous allez vous servir de ces données dans vos travaux? On commence par... Juste pour préciser sur le plastique, pour compléter ce que tu disais, Romain, pour donner un ordre d'idée, le plastique en 2050, la production de plastique, ça équivaudra à 53 milliards d'équivalents en tonnes CO2, lorsque l'incinération, ce sera seulement 2,5 milliards. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on dit que le plastique et les emballages généralement, mais surtout le plastique, il y a un problème, c'est vraiment la production qui est polluante, d'où l'intérêt de réduire ça. Et donc nous, en tant que mouvement citoyen, militant, associatif, etc., les données qu'on attendrait au niveau des emballages, j'ai envie de dire, j'imagine qu'il y a beaucoup d'attentes sur la recyclabilité, mais nous, finalement, ce ne serait pas tant sur la recyclabilité que vraiment sur comment on va réduire l'emballage. Soit justement en supprimant des unités d'emballage, on va faire du vrac ou un emballage où on a des... franchement, par exemple, avec des paquets je pense aux masques, par exemple. C'est pas des aliments, mais les masques actuellement à usage unique qui sont vendus, on a un truc en carton, on a encore un emballage en plastique dedans. Peut-être qu'on peut supprimer l'unité d'emballage en plastique, par exemple. Et l'autre moment que j'évoquais tout à l'heure, ce serait vraiment comment on peut aller vers un non-emballage qui est en fait un emballage qui est réemployé, donc qui n'est pas un déchet tout de suite et qui va avoir 10, 20, 50 rotations, où il va être lavé, remis en marché tel quel. Et ça, ce serait vraiment très précieux pour voir justement comment on va vers cette réduction d'emballage concrète pour les consommateurs, consommatrices, ou derrière, comme on évoqué Carrefour, on rentre pas ses courses en se disant que l'emballage est la moitié manquatique qui part à la poubelle directe. Et certes, on met dans la poubelle de jaune pour recycler, mais ça ne veut pas dire derrière que ça va être effectivement recyclé. D'ailleurs, sur la recyclabilité, je tenais à mentionner, parce que je vois que CGTD et la DEME qui sont là, on a un texte réglementaire sur l'information consommateur qui donne un peu ces règles d'information qu'on doit avoir. C'est quoi un emballage qui est effectivement recyclable? Donc, on a tout un critère très précis. Suivre ça, je voulais revenir juste à une étude qu'on a fait justement sur les emballages à single usage. On les a comparés, qu'on trouve dans les supermarchés, on les a comparés à des autres alternatives possibles, inclusives des emballages réutilisables. En fait, ce qu'on a trouvé, c'est tout à fait en ligne à ce que Moira disait. C'est pour les produits qui en fait sont très très polluants pour le climat, pendant leur production, comme la viande par exemple. C'est mieux d'utiliser des emballages pour l'instant, avec les technologies qu'il y en a, c'est mieux d'utiliser des emballages qui permettent d'extendre le plus possible la vie de la viande, de la nourriture. Par contre, pour les produits, pour la nourriture qui est pas très polluante pendant la production, la phase de production, c'est bien possible de regarder à des emballages
qui ont beaucoup moins de plastique et qui sont réutilisables. Donc là, la nourriture est moins périmable, donc on peut forcément regarder à des alternatives. Et c'est bien sûr pour fruits et verdures, par exemple, pour des produits que normalement on garde dans notre cuisine qui est à longue durée, on peut bien sûr essayer de réduire la quantité d'emballage qu'on va mettre. Par exemple, les céréales, on a le double, carton plus plastique. Ça, c'est sûr c'est mieux de regarder à des options d'emballage qui éliminent un des deux. Et des autres, par exemple, les légumes sèches, c'est bien sûr, on n'a pas besoin des sachets en plastique, on peut passer en vrac. Donc, il y a tous une étude disponible en ligne sur le site de Life Cycle Initiative que vous pouvez regarder. C'est vraiment spécifique pour les produits de la nourriture emballée et vendue dans les supermarchés. Et pour revenir à Romain, j'espère pas que ça va faire exactement pareil à l'ECOP, c'est traité finalement, mais tout est dans les mains des pays membres. Donc on va vraiment espérer que les gouvernements vont mettre en place un plan qui c'est implémentable et va bien se dérouler avec des résultats concrets. Ce qui c'est bien pour l'instant, c'est déjà qu'il y a un gros changement en fait. Déjà, c'est critique qu'ils se sont mis en place, ils se sont décidés d'avoir un traité déjà négocié dans 2024. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et aussi, l'idée, c'est vraiment de regarder la langue inclue dans le traité, va regarder le cycle de vie du plastique. Donc, on ne va pas se concentrer sur quel sera l'impact sur le climat, par exemple. On va regarder vraiment tous les impacts environnementaux que le plastique a, les impacts sociaux, on va regarder les possibilités de transitionner en économie circulaire pourquoi on a des bénéfices d'un point de vue social. On va faire une juste transition pour être sûr qu'on inclut tout le monde dans la chaîne de valeur. Donc, les présupposés sont très, très positifs. Donc, on a vraiment un gros espoir que ça va que les négociations vont avoir un impact positif. Alors ça nous conforte, nous, Open Food Facts, d'autant plus dans cette opération de collecte de données sur les emballages. Voilà. On va prendre quelques questions.